bienvenue à tous et bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va présenter ce webinaire qui est la construction et l'aménagement avec du bois tropical. Moi, je suis Justine Lefay, je suis responsable communication du CNDB. Ce webinaire est organisé par l'ATIBT et le CNDB, donc à l'initiative de l'ATIBT. Comment fonctionne un webinaire? Alors, nos intervenants, là, ont leur micro d'activer et leur caméra d'activer. Donc, seuls eux ont la main là-dessus. Vous, les participants, vous ne pourrez que converser, soit poser des questions. En bas ou sur le côté, logiquement, vous avez le petit bouton qui vous indique converser ou le chat pour pouvoir poser des questions. Et il y a le question-réponse pour pouvoir poser des questions tout au long de ce webinaire. On y répondra donc à la fin. N'hésitez pas à bien indiquer à qui vous posez la question pour que ce soit très clair pour nos intervenants. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais laisser la main à Charlotte Pull, qui est donc notre chef de projet du CNDB. Merci Justine, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors je vais commencer rapidement par vous présenter nos intervenants. Donc on est ravis d'accueillir aujourd'hui des architectes, prescripteurs, chercheurs pour nous parler de leur expérience, leur expertise, leur regard sur les essences tropicales et notamment dans les projets de construction et d'aménagement. Donc premièrement, Clément Vulliez, architecte associé chez Canal Architecture, nous présentera le projet de la bibliothèque universitaire Jeanne Chauvin avec notamment le recours à l'essence Padouk en façade. François Troufflard, chargé de prescription France Bois et dérivés chez Woodana, qui a également travaillé sur ce projet, abordera les questions de performance et réponse aux contraintes incendies de ce bardage. Un autre regard avec une autre essence sur un projet qui a aujourd'hui plus de 20 ans, c'est la Maison des associations de Mérignac, avec un bardage en bilinga, présenté par Thierry Chavannes, architecte fondateur de l'agence HPL Architecte. Paul Cuvelier, en charge du partage des connaissances techniques à l'ATIBT, présentera un regard sur la gestion durable des forêts. Et enfin, Jean Gérard, chercheur au CIRAD, nous présentera le guide de performance et d'exigence fonctionnelle des ouvrages en bois tropicaux-africains, qui est un document de référence pour les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage prescripteurs qui souhaitent intégrer du bois tropical dans leurs ouvrages. Donc je vais présenter rapidement le CNDB. Donc, le CNDB, c'est le Comité national pour le développement du bois. C'est votre centre d'information et de promotion à destination des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. Et on est là depuis plus de 35 ans maintenant. Notre équipe du CNDB œuvre pour vous apporter un maximum de retours d'expérience, de conseils, de références, d'illustrations, de workshops aussi, concernant les atouts du matériau bois dans la construction et l'aménagement. C'est une association à but non lucratif, c'est une association loi 1920 et notre rôle principal, c'est de promouvoir l'utilisation du bois et d'accompagner son développement. Nos missions reposent sur l'information, la communication et la formation des acteurs professionnels, ainsi que la promotion des différents usages du bois auprès du grand public. On a un écosystème de plus de 50 000 acteurs maîtrises d'œuvre, maîtrises d'ouvrage, et on est un membre actif de la filière forêt-bois française. On accompagne et soutient les organisations professionnelles dans la création et la transmission de leurs messages auprès des professionnels et du grand public. Et on a l'habitude rapidement de vous partager nos prochaines actus, qui sont donc le 17 novembre, on se retrouve au Forum des projets urbains pour une conférence concernant le bois français au cœur de la fabrique urbaine, ressources locales, innovation et savoir-faire. Donc c'est un projet porté par la FNB avec la co-organisation du CNDB. On se retrouve également le 18 novembre à Caen, cette fois-ci pour une demi-journée en co-organisation avec Fibois Normandie pour partager une après-midi de décryptage autour d'un projet qui est en chantier actuellement et qui est le projet de l'ISEN à Caen,
avec un format atelier ciblé sur 3 spécificités techniques d'un ERP bois pour comprendre un peu les solutions retenues et le processus de réflexion, et puis une visite de chantier pour découvrir sur site la mise en œuvre et ses choix constructifs et converser avec les parties prenantes. Et c'est un événement qui est réalisé avec le soutien du Codifab. Et enfin, dernière actu, on a des ateliers découvertes avec FSC France qui sont prévus fin novembre et début décembre. On est sur un format 2 matinées d'échange autour des bonnes pratiques pour réaliser des projets avec du bois certifié FSC. Donc rendez-vous, si vous le souhaitez, à Paris le 25 novembre, avec une rencontre destinée principalement aux maîtres d'ouvrage, et à Bordeaux, en collaboration avec Fibois Landes de Gascogne, le 4 décembre, pour une rencontre à destination des maîtres d'œuvre. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette belle présentation. On va laisser la main donc à Paul. Bonjour à tous. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement un petit peu ce que c'est que la TIBT. Donc, on est l'Association technique internationale des bois tropicaux et nous sommes une association dont l'objectif est de faire la promotion de la gestion durable des forêts tropicales. L'idée, c'est de valoriser le commerce légal et éthique des bois tropicaux. Nous, on représente un peu plus d'une 160 membres avec des entreprises, des gestionnaires forestiers. Et l'objectif, c'est de les accompagner dans la mise en place de réglementations, notamment des réglementations européennes. Donc, on soutient les certifications de gestion durable, que je vous présenterai un petit peu plus tard dans le webinaire. Euh, notre, notre association est fondée sur 4 grands piliers que nous essayons de mettre en place au sein de l'association, qui est de représenter. Nous représentons du coup le secteur privé des bois tropicaux à travers des actions de plaidoyer auprès des politiques publiques. Notre objectif est aussi de connaître et informer. Nous avons une base de données sur notre site internet avec des ressources des ressources techniques, des fiches techniques. On travaille en collaboration avec le CIRAD, qui nous a notamment aidé à construire ce guide de performance. Nous mettons aussi beaucoup en lien, nous fédérons aussi beaucoup, beaucoup de mise en relation. Et l'objectif aussi, c'est d'innover à travers de nombreux travaux, à travers d'événements comme des think tanks et la valorisation de projets. On a beaucoup de projets en cours, à peu près 11 projets dans plus de 28, et nous représentons plus de 28 pays. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, nous avons du coup 160 membres qui sont majoritairement des metteurs en marché, des entreprises, nous avons des experts et donc nous opérons majoritairement en Amérique latine et surtout dans le bassin du Congo, dont nous avons une équipe au Cameroun et une équipe au Congo. Voilà, je vais vous laisser maintenant présenter le webinaire par tout le reste des intervenants. Merci beaucoup, Paul. Hop. On va laisser la main du coup à Clément pour sa présentation. Bonjour. Alors, Clément Vullier, Canal Architecture. Bon, on est surtout connu en ce moment pour les sujets de transformation bureau-logement et de construction réversible, mais depuis toujours, on va dire, l'atelier travaille sur des sujets de bibliothèque et de médiathèque, dont ce projet. Euh, Donc, il s'agit d'une bibliothèque universitaire construite à Malakoff pour la faculté de droit de l'université Paris-Descartes, qui maintenant s'appelle Paris-Cité. Proche de la porte de Vanves, on voit l'INSEE à gauche, mais qui n'est peut-être plus déjà là. Euh, donc, il s'agissait en fait, à la place de 2 terrains de tennis, de construire une bibliothèque universitaire pour les étudiants de la faculté. Donc c'est un projet financé par la région Île-de-France, par l'université Paris-Descartes, et donc qui a fait l'objet d'un concours qu'on a remporté. Et donc le sujet a été construit ensuite. Donc là, on voit le bâtiment en bas à gauche, et à droite, le site, le bâtiment historique de site, l'ancienne école Supélec, qui maintenant reçoit des futurs juristes.
Donc, le premier sujet, c'est se demander donc pourquoi est-ce qu'on a fait un bâtiment avec un bardage en padouk, donc un bois exotique plutôt d'Afrique équatoriale. C'est parce que en fait l'atelier a depuis très longues années surtout une habitude de réaliser des aménagements intérieurs, des agencements dans le cadre des équipements publics, des médiathèques, bibliothèques. Et donc on a appris à apprécier ce bois rouge, orange même quand on le coupe, qui devient rouge en s'oxydant, pour faire des agencements, des bancs d'accueil, des aménagements intérieurs. Donc, comme l'atelier cherche un peu en permanence à expérimenter, là, l'idée a été de le mettre en œuvre en bardage de façade et pas seulement sur ce projet, parce qu'on avait appris à connaître aussi sa durabilité exceptionnelle. C'est un bois qui est classe 4 sans traitement et qui a aussi une belle couleur qu'on voit. Et on pensait aussi qu'on pouvait avoir un clin d'œil, un lien de parenté avec l'école Supélec qui a une bonne partie de sa façade en briques rouges aussi. Donc pour nous, ça avait un sens aussi de ce point de vue-là. Donc là, on a une vue un peu plus rapprochée. C'est aussi un équipement qui est ouvert qui est destiné à pouvoir être ouvert sur la ville et aussi aux étudiants. Donc on a une sorte de sas d'entrée à la jonction. Donc les personnes de Malakoff peuvent aussi, quand la bibliothèque est ouverte, en profiter. Voilà, donc là c'est quelques documents graphiques. On voit les deux plans. C'est un bâtiment qui se positionne sur deux niveaux seulement, environ 2000 mètres carrés avec à peu près 200 places de travail. Une particularité de type Learning Center où il y a des petites salles de travail en équipe à 4 ou à 6. Euh, voilà. Euh, Autre sujet important, parce qu'en fait, on va réévoquer aussi le bois de Padouk, mais c'est un bâtiment qui est bioclimatique, c'est-à-dire qu'on l'a, malgré sa profondeur, on a fait en sorte de le dessiner de manière à apporter de la lumière naturelle au cœur du bâtiment et aussi prévoir un système de night cooling, de rafraîchissement naturel par balayage de façade à façade et un principe qui marque le dessin de façade et qui évite d'avoir recours à la climatisation. Donc là, on a un aperçu en façade du système qui permet de faire ces ventilations. On a des ventelles derrière des claustras en padouk. Donc là, on voit aussi de près le bardage en padouk, qui est donc, on était dans une démarche BBC et HQE aussi à l'époque, hein, parce que ça a été livré en 2017. Le concours, on a dû le gagner en 2011. Donc on a un retour, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour d'expérience sur la pérennité justement du bardage, puisqu'en fait il a été posé pendant le chantier, c'était en 2015, et donc là on est 10 années plus tard, et il a de manière extraordinairement bien vieilli, euh, parce qu'en fait c'est un bois qui est très durable, et on a mis en œuvre une sorte de, on pense une potion magique, c'est que c'est un bois qui naturellement est rouge, mais on l'a protégé avec un saturateur rouge aussi, de la même teinte que le bardage et qui s'accompagne aussi d'un traitement ignifuge puisqu'on n'a pas voulu mettre en place de C+D sur ce bâtiment pour une question architecturale. Donc c'est peut-être cet ensemble avec le traitement donc, qui a été fait par Woodena qui va être présenté ensuite. C'est cet ensemble qui sûrement participe à avoir une très grande pérennité du bardage et qui soulève la question de est-ce qu'il faut à tout prix utiliser des bois indigènes, et quand on dit indigène, c'est européen, pour faire des bardages de façade, s'ils vieillissent prématurément, même s'il y a des techniques pour atténuer leur vieillissement, ou est-ce que d'un point de vue global, c'est peut-être parfois plus intéressant d'utiliser un bois exotique qui sera excessivement pérenne et stable, qu'on n'aura pas à traiter, à entretenir régulièrement. Donc là, on a une vue d'intérieur parce qu'en fait, donc là, on voit comment on amène de la lumière au cœur du bâtiment, mais aussi le fait que le bâtiment, là aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque, mais il serait bas carbone le bâtiment, puisqu'on a
le bardage qui est en padouk, mais on a aussi, c'est plutôt comme une chaise béton qui reçoit une enveloppe complètement en bois. Donc on a une charpente bois qui est en bois par contre en Douglas. On a des habillages intérieurs qui sont en OSB, des ébrasements en padouk aussi, puisqu'en fait on a le bardage qui est en padouk, mais on a aussi les menuiseries, les fenêtres qu'on a faites avec ce même bois, et aussi les, les, les ébrasements intérieurs. Donc ça c'est la vue de l'étage de la bibliothèque, la vue intérieure. Intéressant aussi, ça c'est la vue du hall d'entrée. Pour être bioclimatique et faire que le night cooling fonctionne, pour rafraîchir la bibliothèque la nuit ou la journée avec des sondes extérieures, intérieures qui permettent de comparer quand c'est intéressant de faire les courants d'air. Pour que ça fonctionne, il faut tirer parti de l'inertie du plancher béton qui est au rez-de-chaussée et entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc, le dessin de l'acoustique est fait d'une manière qui permet que les courants d'air frôlent les surfaces en béton. Donc, c'est un mixte bois-béton pour être performant. Ah oui, juste avant, j'ai passé. Je vais passer trop vite. Oui, donc là, deux photos qui montrent le chantier. Donc on voit en bas à droite le bardage qui se pose. Et puis dans la partie supérieure, la charpente pendant qu'elle est en train de se mettre en œuvre. Donc on a un mélange de différents bois. Euh, En quelque sorte, c'est comme un grand meuble pour nous, puisqu'on avait l'habitude d'utiliser ce bois pour faire des bancs d'accueil, etc. Mais là, il s'est retrouvé être un bâtiment en entier. Euh, ah oui, il y a une autre chose aussi que je voulais indiquer. Comment est-ce qu'on a réussi à mettre en œuvre? C'est un sujet quand même, parce que lors de l'appel d'offres, on a rencontré des difficultés. On pouvait avoir des constructeurs bois qui n'avaient jamais fait de chantier avec ce type de bois et qui pouvaient, d'ailleurs, je me souviens encore de l'appel d'offres, qui pouvaient être effrayés et qui nous disaient que ce bois allait abîmer leur scie dans leurs ateliers. Et il y a par contre l'entreprise qui a réalisé le chantier, l'entreprise Béliard. Pour la petite histoire, elle n'a pas été effrayée par le sujet, elle nous a bien accompagnés. Euh, et le fils de Monsieur Béliard avait, pour la petite histoire, fait un stage en Afrique où ils avaient construit une chapelle en padouk. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi ils ont pu nous accompagner à l'époque aussi à un prix raisonnable. Voilà. Donc ouais, je pense que j'ai un peu tout évoqué. Je vais passer la main. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation, Clément. On va passer la main à François, du coup. Bonjour à tous. François Trouflard, je suis chargé de prescription France chez Widena. Donc avant de vous parler de la potion magique, merci Clément, je vais d'abord faire un petit point sur ce qu'est Widena et notamment le, notre spécialité et dans quel groupe et de quelle manière on est intervenu sur le chantier du coup la bibliothèque universitaire Jeanne Chauvin. Dans un premier temps, on est spécialisé dans l'amélioration des performances du bois vis-à-vis du feu. Et quand on parle de bois, on parle effectivement de l'ensemble des essences possibles. On appartient au groupe W, du coup, qui est composé donc de Woodena, basé à Nantes, et de Protec Flamme, basé à Saint-Nazaire. On est présent sur beaucoup de secteurs, que ce soit autant sur le bâtiment, donc via Woodena, ou l'aménagement, que sur des éléments de décoration, où on peut inifuger par exemple des filets ou autres pour de l'aménagement de magasins d'intérieur. On est aussi sur de l'événementiel, on est présent dans le ferroviaire puisque grâce à des contreplaqués inifugés pour l'ameublement à l'intérieur effectivement des trains ou même en gare. Vous êtes déjà passé peut-être dans la gare Saint-Denis-Pleyel. C'est nous qui avions fourni effectivement les bois qui sont en parement. Voilà, donc différents secteurs et qui passent autant par le neuf que sur de la réhabilitation et sur les transports. Donc,
Je vais vous faire plutôt un point d'abord sur des notions de réaction au feu et de ce qui peut être, comment dire, exigé dans le cadre d'un bâtiment comme celui de la BU. Donc déjà, qu'est-ce que la réaction au feu? Donc la réaction au feu, c'est la façon dont va se comporter un matériau ou un complexe de parement, de façade ou de plénum vis-à-vis du feu et de quelle manière il va le propager l'incendie. Depuis 2002 et la réglementation des produits de construction, on impose effectivement l'usage d'Euroclass pour évaluer les systèmes constructifs. Fini les classements M dont je vais vous parler après. En effet, parce que le classement M, pour un peu schématiser, l'essai nécessaire pour caractériser un classement M1, M2, M3, par exemple, c'est une petite échelle, c'est-à-dire qu'on est sur des échantillons de 30 cm par 40 cm et on applique une source de chaleur dessus. Pour la recherche comment dire, d'Euroclass, on est plus sur le test SBI qui est présenté ici et qui effectivement compose donc un mur avec des éléments d'ossature jusqu'au panneau de contreventement. Et tout ça permet effectivement de donner une Euroclass. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir la faire tourner, cette vidéo. Non, bon, c'est pas grave. Donc, il faut imaginer qu'effectivement, il y a un brûleur à gaz qui est lancé et le parement est attaqué par la flamme directement. Donc, on n'est plus sur une source de chaleur, mais bien un incendie simulant un incendie de poubelle contre une façade. Voilà. Donc, très bien. Donc, on a des Euroclass. Là, on est sur un ERP du premier groupe, dans le cadre de la bibliothèque Jeanne Chauvin. Qu'est-ce qui nous est demandé? Soit le respect de la règle du C+D, et ça, Clément, vous l'avez signalé, il n'en était pas question pour, bien évidemment, le coup de crayon architectural. Soit, effectivement, vous devez avoir un classement au feu à minima CS3D0 ou une classe de réaction au feu mentionnée dans une appréciation de laboratoire. La plus connue est bois et propagation du feu par les façades, mais ce n'est pas l'option qui était retenue, puisqu'à l'époque, on était plutôt dans l'exigence du CO21, qui est celui que si la règle du C+D n'est pas respectée, il faut effectivement un Euroclassé sur les façades. Donc, juste pour rappel très rapidement ce que c'est un C+D, il faut imaginer qu'ici, vous avez votre, on va dire, votre étage R, et là, vous avez votre étage R+1. L'objectif, c'est en fonction de la masse combustible présente sur la façade, il faut plus ou moins un nez de dalle et une différence de hauteur supérieure à 1,30 m dans le cas du bois. Voilà. Donc, forcément, ça peut avoir un impact sur la planité de la façade et sur le dessin architectural. Mais du coup, il y a des solutions. Donc là, on remarque bien effectivement qu'il y a quand même, en plus des éléments de casquette, des éléments qui sont effectivement plans. Donc, c'est ça qui a été exigé. Donc, c'est d'avoir un Euroclassé. Alors, excusez-moi, hop, je suis un peu vite. Oh là, il y a un petit décalage. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui. Il y a eu un petit souci. Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc de base, les classements au feu, parce que là je vous ai parlé d'Euroclass C, d'Euroclass D, etc. Il y a des classements conventionnels qui existent pour vous informer, qui ont été réalisés par l'Union européenne et qui caractérisent effectivement que dans le cadre d'un bardage ou d'un lambris, d'un revêtement mural avec une masse volumique minimum et avec des épaisseurs minimum ou avec intervalle de lame d'air plutôt d'air libre, donc avec effectivement des tasseaux, on se retrouve avec un DS2 D0. C'est le classement conventionnel d'un bardage continu. À partir du moment où vous commencez à mettre de la finition, que vous commencez à thermochauffer les bois ou transformer chimiquement les bois, c'est plus considéré comme des bois naturels. Et donc, il y a des essais à mener. Mais pour le bois naturel, effectivement, on se place dans ce cadre-là. Sauf que c'est bien beau, mais là, on est sur des éléments à claire-voie. Et le feu, c'est un phénomène surfacique, ce qui fait que il y a toujours c'est-à-dire qu'on ne présente plus une seule face uniquement à la flamme, mais bien le nombre de faces du tasseau, plus le tasseau de support derrière, plus possiblement le tasseau de support qui est encore derrière.
Donc, tout ça nous amène à des calculs de surface développée, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés de face qui va être présente à la flamme au nombre de mètres carrés de façade. Et tout ça pour vous dire que tous ces petits ajustements et autres ont nécessité beaucoup de recherches de la part de Wudena pour arriver à un classement au feu à minimum euroclassé pour valider les éléments de façade. Donc, la potion magique, le BIM, bois ignifugé dans la masse pour l'extérieur. C'est notre procédé qui consiste effectivement dans le cadre de Douglas, à atteindre des classes de réaction au feu BS1, D0, voire BS2, D0. Donc, c'est une histoire de fumée. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà, on arrive à avoir de l'euroclasse B, ce qui est le maximum qu'on peut avoir avec du bois. Et on arrive à valider ce classement dans le temps. Il est composé donc d'un processus d'inifugation dans la masse via un autoclave. Alors attendez, je ne sais pas si ça défile. Ouais, d'un séchage pour stabiliser l'inifugation dans le bois et ensuite d'une application d'une finition. Et là, dans le cadre du projet de la BU, c'était effectivement un saturateur rouge whisky qui rappelait effectivement la teinte naturelle du Padouk. Donc, je vous ai parlé de durabilité de performance dans le temps. Donc, on a inifugé nos éléments, on les a testés, on arrive à un euroclasse B, mais quid du futur? Qu'est-ce que ça donne dans le temps? Et effectivement, heureusement, il existe une norme en France qui effectivement exige que les produits de bois inifugé soient testés en vieillissement s'ils veulent avoir un usage en extérieur ou sinon en milieu humide. Lorsqu'ils valident les tests SBI directement, ils sont validés en milieu sec. Donc, que ce soit un milieu humide ou en extérieur, il y a des essais à faire. Et pour l'extérieur, par exemple, c'est des vieillissements à 45 degrés, orientation sud, pendant 1 an. Donc, vous imaginez, vous avez 2 éprouvettes de SBI. Vous avez 3 éprouvettes de SBI, vous les brûlez les 3. Vous avez une moyenne, vous arrivez à avoir un classement feu. Et ben, on va prendre 2 autres éprouvettes, on ne va pas les brûler, on va les faire vieillir pendant 1 an à 45 degrés, orientation sud. Et après, on va les brûler. Et on voit la différence entre les deux. Nous, on a doublé et triplé ces temps sur du Douglas, par exemple. Et voilà. Donc, c'est des données qui permettent effectivement d'avoir un bon vieillissement. Et ça se voit effectivement sur le projet de la BU Jeune Chauvin, où au bout de 8 ans entre les deux photos, bah, on a un vieillissement qui est relativement bien maîtrisé. Quelques surfaces qui ont commencé à griser. Et du coup, nous avons informé l'application d'un simple saturateur suffit pour effectivement reprendre la teinte originelle. Donc voilà, pour allier vraiment la sécurité et un classement au feu comment dire, qui est validant, bah, nos solutions marchent sur tout type de bois et sur tout matériau, même lignocellulosique, comme le bambou, le rotin ou autre. Voilà. Après, ça dépend des usages. Ok. Bah, donc, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Je suis disponible, bien évidemment, pour échanger sur n'importe quel type de projet. Et je vais laisser la main, bien évidemment. Merci beaucoup. Oui, excusez-moi. Je me suis demandé poser la question. Donc, je crois que Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Alors, attendez, je reprends. Hop. On va laisser la main, oui, tout à fait, à Thierry. Thierry Chabana, je suis l'architecte. Je vais vous parler de la Maison des associations de Mérignac, un projet qui date de 2001 et qui a été réalisé ensuite, qui a été livré en 2004. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est l'utilisation effectivement du bois en façade du Bilinga, mais en même temps, si on fait un retour dans le passé, non pas dans le futur, on était au début de la démarche HQE avec les 14 cibles et comme des enfants, on avait décidé effectivement de traiter les 14 cibles. À partir de ce moment-là, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est de pouvoir ensuite imaginer euh, le mode constructif des éléments en bois et quelle était l'origine du projet, pourquoi on allait chercher forcément le bois. Et en définitive, ce qui s'était avéré, c'est que le lieu, le contexte, on était dans un terrain assez déplorable,
quasiment du marécage. Et fort de ce constat, on est parti donc toujours dans cette démarche HQE de réaliser des colonnes, un système de fondation en colonnes ballastées qui sont ni plus ni moins qu'un maillage de pieux en, en grave compacté, avec une plateforme en grave compacté sur laquelle on vient réaliser les semelles filantes et ensuite construire. Où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a créé une plateforme drainante qui permet ensuite de recevoir la construction, c'est-à-dire les élévations en bois, et qui a permis ensuite de développer un peu mieux le projet. Pardon, si je reviens un tout petit peu sur le projet, on le voit ici. Donc, on a les parties basses qui sont ossature bois, et on a juste une petite partie centrale qui est un peu plus dure pour faire le contrebattement. Le sujet du Bellinga, ça a été un choix qui a été débattu avec le maître d'ouvrage à l'époque, avec la grande question qui est toujours posée dès qu'on arrive, que Clément a soulevé tout à l'heure, que tout le monde a soulevé, c'est la pérennité du matériau dans le temps et comment il va se comporter au niveau du vieillissement, au niveau du noircissement, etc. Le Bellinga avait la faculté d'avoir une colorimétrie effectivement intéressante par rapport au bois qu'on nous proposait à l'époque, sur lequel en plus on nous a proposé à l'époque de rajouter un saturateur qui permettait effectivement de neutraliser la colorimétrie du matériau dans le temps, avec l'enjeu que la mairie a accepté à l'époque, la mairie de Mérignac, en disant oui, dans un terme d'entretien, on interviendra tous les 6 7 ans pour repasser un petit peu un coup de saturateur sur le bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est que l'image que vous voyez, c'est une image quasiment d'époque, mais qui correspond quasiment à l'image actuelle, puisque le bâtiment n'a pas subi de dégradation, on va dire esthétique par rapport à ces éléments. Ensuite, le contexte fait aussi que l'assainissement de la plateforme qu'il y a dessous, c'est-à-dire on est dans un milieu extrêmement sain, et je pense que ça participe également à la durabilité des éléments. Le Bellinga, à l'époque, donc le système constructif, c'est des panneaux qui ont été fabriqués en atelier par l'entreprise Legendre et Luro. Ce sont des lithos du 4x4, mais qui a été en définitive avec un léger le mot m'échappe, une légère pente qui permet effectivement d'évacuer l'eau, qu'elle ne reste pas entre les lattes. Et ensuite, la grande question aussi à l'époque, qui a été posée, donc il y a 20 ans déjà, c'était l'origine du bois, qui provienne pas de forêt ou de production qui soit pas maîtrisée, son transport, la livraison à Nantes, sa mise en situation ensuite, et ensuite la livraison et la fabrication. C'est des panneaux de façade, il y en a, le nombre m'échappe depuis le temps. La seule contrainte que je puisse vous donner, ce qui est arrivé en définitive, c'est que c'est un bois qui est tellement nerveux qu'il y a eu environ une dizaine de panneaux, si ma mémoire est bonne, qui ont été obligés d'être repris en atelier, où 2 3 jours après le montage, les bois c'était déjà un peu tordu. Mais une fois qu'on a dit ça, on est quand même sur un matériau extrêmement solide, extrêmement durable. Et pour revenir sur la discussion et qui est l'objet de cette présentation aujourd'hui, euh, au niveau de la présentation des élus, on a eu à l'époque cette discussion d'une plus-value sur le matériau, mais sur lequel on se retrouve aujourd'hui, puisque 20 ans après, le bâtiment n'a pas subi d'outrage, le bâtiment est toujours dans son essence même, et on peut en définitive qualifier que la plus-value de l'époque par rapport du pain classique, etc., euh, a permis quand même à ce bâtiment de traverser le temps. Euh, il y a aussi à l'intérieur de ce bâtiment, on le voit ici, l'utilisation de beaucoup de bois. On avait du lamellé collant en partie principale. On a aussi un système d'air cooling. On était de toute façon dans cette démarche globale HQE qui avait été initiée à l'époque.
Aujourd'hui, il serait de toute façon BBC, il serait de toute façon bas carbone, de l'utilisation également des bétons quartzés. Solution également intéressante par rapport au système constructif, c'est que les colonnes ballastées nous ont permis de réaliser les bétons quartzés, donc les sols, au tout dernier moment du chantier. C'est-à-dire que cette plateforme drainante nous a permis de construire dans des conditions extrêmement saines et en même temps de ne pas avoir de problème de remontée d'humidité, de capillarité, etc. dans ce bâtiment. L'utilisation également d'enduits à la chaux à l'intérieur sur les murs principaux, les murs qui étaient en dur. Et tout ça nous a donné une construction que je qualifierais aujourd'hui d'assez remarquable, puisque c'est un peu égocentrique ce que je vais dire, mais toujours assez plaisant de repasser, puisque les architectes nous laissons une marque dans le temps, de repasser devant un bâtiment toutes ces années après en disant que, ma foi, il est toujours présent dans l'enveloppe dans laquelle il a été créé, avec des critiques que l'on peut faire, bien évidemment, qui sont totalement louables, mais ce qui a été conçu, imaginé et mis en place à l'époque est toujours d'actualité, toujours là. Donc, c'est-à-dire que la place du bâtiment dans la ville, dans son insertion, on le voit ici, il continue à dérouler en gardant en définitive la force qui était la sienne à l'époque, qui est ses couleurs, le choix des bois, le choix des matériaux. Et de par ça, je trouve que l'utilisation des bois exotiques, qui aujourd'hui font débat. Pourquoi? J'ai un chantier à l'heure actuelle avec un maître d'ouvrage où j'entends beaucoup de discours sur l'utilisation de la filière locale, le local, le local, le local, mais on n'a pas aujourd'hui, à mon sens, donc là j'ai parlé personnellement, la qualité que l'on peut retrouver dans ces bois exotiques, dans ces bois extrêmement durs, qui permettent de fiabiliser l'image du bâtiment dans le temps et surtout, à mon sens, de donner une valeur ajoutée sur le bois où aujourd'hui certains maîtres d'ouvrage le fuient puisque on a toujours les mêmes retours en nous disant il va vieillir, il va devenir noir, etc. Et la plupart des maîtres d'ouvrage aujourd'hui ne veulent plus et ne veulent pas avoir cette notion d'entretien, de maintenance, etc. Là, c'était pas le cas. Et je trouve que le bois exotique nous permet effectivement d'aller dans une définition esthétique qui est hyper intéressante. Je ne sais pas si j'ai d'autres éléments ici. Oui, on le voit de toute façon. On avait le contexte de toute façon, c'est un bâtiment, bon, il n'était pas très grand, il fait 2000 mètres carrés. On avait un système, c'est tout un système de salles de réunion, une salle de conférence qui est dévolue aux associations de Mérignac et un bâtiment définitif qui est plein quasiment en permanence avec des conférences, des réunions. Très intéressant. Beaucoup de, beaucoup de satisfaction définitive pour un architecte. Ça fait un peu dinosaure, mais après 20 ans, de revenir devant en disant il est toujours là, mais dans son jus. C'est intéressant. Après, voyons voir, j'ai encore des choses. Après, je vous ai fait une petite présentation ici ça va vite un peu, ici, du Bilinga, qui est effectivement un bois. La colorimétrie, c'est celle-là. Un bois qui vient d'Afrique de l'Ouest, mais qui a été, comme je vous l'avais dit, qui a été tracé à l'époque, parce que ça, c'était un des enjeux par Michel Sainte-Marie, qui est décédé malheureusement, mais qui voulait absolument avoir la certitude qu'on ne prenait pas d'abattage sauvage ou de lieux un peu incongrus, et qu'on était bien dans une démarche constructive, bien localisée, avec une essence qui était bien tracée et qui était ensuite bien transportée, qui a été transportée à Nantes. On a été le voir d'ailleurs à son arrivée, débité, etc. Donc tout ça, c'est des contextes qui sont extrêmement importants. Et je trouve que aujourd'hui, c'est une démarche qui est importante et qui doit être valorisée auprès des maîtres d'ouvrage. On s'en est échappé au profit de bois, je dirais pas moins nobles, mais peut-être un peu moins intéressants d'un point de vue constructif sur l'aboutissement.
Et je trouve dommage. On doit aller creuser, aller plus en amont, en avant sur tous ces bois exotiques qui ont une qualité de durabilité et de tenue dans le temps qui est absolument remarquable. On le voit ici, petit laïus sur le. C'est pas moi qui l'ai inventé, Sierra Leone, toutes les situations. Et surtout, le petit chapitre ici qui est intéressant, parce que nous, ici, à Bordeaux, nous avons un ennemi qui s'appelle les termites. Il y en a partout et qui aiment beaucoup le bois. Et par contre, elles n'aiment pas du tout le belinga. Et ça, c'est intéressant parce que faut savoir quand même, quand on n'y est pas confronté, que les termites sont capables de provoquer des dégâts absolument monstrueux et d'infester les bois d'une manière assez importante. Et là, on est quand même sur un matériau qui fait fuir tout le monde. Pour la petite anecdote, même l'entreprise qui a fixé les panneaux, alors les fixations sont arrière pour pas les voir, je peux vous garantir que ils ont eu un nombre de vis ou même d'appareils pour visser qui sont tombés souvent en panne, plus que les termites. Voilà, en quelques mots, c'était une présentation, certes peut-être un peu courte, je m'en excuse auprès de Charlotte, mais qui définit en définitive, qui me fait plaisir parce que je trouve toujours intéressant pour notre métier qui est ces dernières années assez décrié, de dire qu'on est quand même capable aujourd'hui, pas nous, mais les entreprises aussi, avec les prescripteurs, avec les aménageurs, de construire et de construire des bâtiments qui sont durables et qui sont capables de traverser le temps. Merci à tous. Je rends la main. Merci Thierry, c'était très bien, c'était parfaitement dans les temps. Et merci de Parfait. partager ton regard et ton avis sur la question. Merci. On va laisser la main du coup à Paul pour sa petite présentation. Alors moi, je vais parler un peu plus de la gestion durable des forêts, puisque c'est plutôt un point important au sein de... ouais, il y a un petit décalage au sein d'un TBT, mais aussi de toute la filière bois de manière générale. Alors, tac, ouais. Donc concrètement, je vais reprendre un petit peu le concept général de la gestion durable qui était défini dans la conférence de Rio en 1992. L'idée, c'est de fournir en fait à nos générations futures euh, des biens et des services qui puissent être renouvelés dans le temps. Donc l'idée, c'est vraiment de produire du bois et tout en protégeant la forêt et en la préservant le plus et en la gérant durablement. Ici, un petit texte de WWF qui explique que le privilégier le bois issu des forêts gérées durablement, c'est faire le choix d'un matériau renouvelable et de protéger la forêt. Euh, Ça permet de prolonger le cycle de vie du carbone tout en le stockant. L'idée d'utiliser du bois, c'est aussi du bois massif. Dans les constructions, c'est aussi de lui permettre de lui donner une seconde vie et de permettre de laisser le temps en fait aux arbres de se régénérer. Euh, c'est, c'est- voilà. Alors concrètement, comment ça se traduit la gestion durable? Aujourd'hui, il y a deux grosses certifications qui existent. J'imagine que vous les connaissez déjà. On a le FSC et le PEFC, qui sont des certifications de gestion durable des forêts. Alors il y a d'autres types de certifications, notamment des certifications de chaîne de contrôle. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est juste ensuite. Concrètement, donc ce sont les deux grosses certifications qui attestent que le bois les produits issus des forêts ne sont pas issus de forêts d'exploitation illégale. Donc la certification passe par par un principe très important qui est la traçabilité. Cette traçabilité permet aux produits
d'identifier où a été coupé le bois et où il a été transformé. Donc on a plusieurs types de certifications. On a la certification des forêts qui permettent, qui selon les exigences du PE, du FSC et du PEFC, certifient que la forêt est gérée durablement. Cela permet ensuite d'introduire un système de labellisation des produits qui indique que ces produits qu'on utilise sont issus de forêts certifiées. À l'intérieur de ce système de certification, on a évidemment toute la production donc de la découpe de l'arbre jusqu'à la création du produit, qui sont bien évidemment dans cette certification étudiées, vérifiées, et c'est ce qu'on appelle la certification de chaîne de contrôle. Cette certification de chaîne de contrôle, elle permet de, de, de vérifier beaucoup plus, de manière plus importante la traçabilité des produits. Euh, la certification, elle se fait à partir de quatre grands principes. Alors, la certification se fait par pour avoir cette certification, il faut être audité par des tiers, donc c'est-à-dire des organismes de certification indépendants qui permettent d'évaluer si ou non l'entreprise fait correctement ces protocoles pour mettre en place sa gestion durable. Évidemment, il faut des auditeurs qualifiés qui permettent d'évaluer l'audit. Euh, En général, il me semble que c'est tous les 5 ans lorsque la certification est lancée. Donc des auditeurs compétents, indépendants et évidemment impartiaux. Le troisième point important de la certification, ce sont des évaluations qui sont standardisées. L'évaluation de la conformité se fait par des exigences, par des normes ou des référentiels qui permettent de standardiser un petit peu toutes ces certifications et pas d'harmoniser tout ce fonctionnement. Et évidemment, la certification se fait de manière volontaire. C'est l'organisme ou l'entreprise qui décide de se faire certifier. Alors, je suis parti un peu vite. Évidemment, la personne qui devait présenter au début ce passage, c'est Alessandra Negri Le Commerce du Bois, mais finalement, comme elle n'a pas pu se joindre à nous, c'est moi qui la remplace. De toute façon, on vous fournira les emails si vous avez besoin pour contacter ces personnes-là. La TBT est aussi beaucoup en contact avec le commerce du bois. Enfin, cette certification est beaucoup liée à tout ce qui est mis en place là depuis quelques années. Euh, euh, alors avant j'allais parler du RDE, mais avant de parler du RDE, j'ai oublié cette slide qui est un petit peu de vous donner une idée représentative de la certification dans des forêts. Euh, donc, au-delà de tous ces chiffres, le plus important à retenir, c'est que 11% de la superficie, les forêts, il y a 11% des forêts euh, qui sont certifiées euh, euh, dans le monde. Donc on est encore loin de la certification à 100% de ces forêts, mais on avance et c'est un point important qui est à mentionner. Donc, enfin, cette certification, elle est directement liée à la nouvelle réglementation qui va être mise en place par l'Union européenne, le RDUE, qui est sensiblement la même chose, mais euh, qui sont des réglementations euh, faites par l'Union européenne. Et donc l'objectif, évidemment, c'est d'interdire la mise sur le marché de produits qui pourraient être issus de la déforestation ou de la dégradation des forêts. L'objectif, évidemment, c'est de minimiser les risques que ces produits soient issus de dégradation ou de déforestation.
sur le marché de l'Union européenne. Et évidemment, c'est d'accroître la demande et le commerce dans l'UE de ces produits légaux et exempts de déforestation. Donc, au début, on avait en place le RBUE, qui est le règlement de l'Union européenne sur le bois, mais cette année et dans les années à venir, sera mis en place le RDUE, qui intègre d'autres produits qui pourraient provoquer la déforestation ou la dégradation des forêts. Donc, on retrouve la viande bovine, le cacao, le café, l'huile de palme, le caoutchouc, le soja et évidemment le bois. Alors cette réglementation est encore en cours de négociation afin de faciliter un petit peu la mise en place de ces mesures. Euh, Pourquoi j'insiste sur le RDUE, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, la certification prend de plus en plus de place. Et dans les années à venir, ce sont ces produits qui vont être privilégiés. Et évidemment, l'Union européenne commence déjà à, à valoriser ce système de légalité et de certification. Donc voilà un petit peu sur un état de vue général de la gestion durable des forêts. Pour finir un petit peu, vous pouvez retrouver sur notre site internet notre base de données. On vous fournira les informations. Sur notre site internet, vous retrouverez une plaquette qui fait un peu qui fait la différence entre le RBUE et le RDUE. Et on vous donnera aussi les contacts de Caroline Duhem et Alessandra Negri. Caroline Duhem de la TIBT et Alessandra Negri du LCB qui, elles, sont les expertes dans cette nouvelle réglementation et qui pourra bien sûr vous donner de plus amples informations. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation. On va passer la main à Jean. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous les participants de ces webinaires. Donc, moi, je me présente, Jean Gérard, je travaille au sein de l'équipe Bois Tropicaux du CIRAD à Montpellier. Donc là, je vais vous présenter un ouvrage, mais en fait, ce n'est pas un ouvrage de type bâtiment ou construction, c'est un livre. Un livre intitulé Guide de performance et d'exigence fonctionnelle des ouvrages en bois tropicaux africains. La réalisation de cet ouvrage a été portée par la TIBT et réalisée avec nous, le CIRAD, mais aussi avec la participation, vous le voyez affiché, de l'Association de commerce du bois, sous l'égide aussi de la marque Fair and Precious, et grâce au financement du PPECF, le programme de promotion d'exploitation certifiée des forêts. Alors, comment est-ce qu'on fait défiler les diapos? Un petit problème pour faire défiler. Ah, là, voilà, je les ai. Bon, vous avez trouvé? Oui, c'est bon. Ah, très bien. C'est bon. Alors, pourquoi avoir réalisé un tel guide? Ce document doit être perçu comme une aide à la rédaction des cahiers, des clauses techniques particulières pour des systèmes constructifs qui mettent en œuvre pour tout ou partie des bois tropicaux et notamment à destination des marchés publics. Alors, ces clauses, effectivement, peuvent parfois s'avérer un peu délicates à formaliser pour des raisons multiples, des raisons techniques, je le mentionne, sur les aspects adéquation, performance, usage des bois, du fait aussi de la complexité des normes relatives à la construction en bois et notamment en bois tropical, tout ce qui est exigence aussi en termes de traçabilité et tout ce qui relève aussi des nouvelles réglementations européennes de type RDE, de type directive REACH, réglementation européenne et réglementation française aussi. Bon, il y a un point sur lequel il faut insister, c'est que cet ouvrage n'a pas du tout vocation à se substituer à différents outils qui existent déjà et qu'utilisent les maîtres d'ouvrage et les prescripteurs pour établir, pour rédiger leur CCTP. Je pense à des outils tels que
les aides à la rédaction des CCTP réalisées par le FCBA. Il y a un ouvrage aussi, le guide complet pour rédiger votre CCTP en architecture, que tous les archis doivent connaître, ou alors le logiciel online Click CCTP. Voilà, donc ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce guide a deux autres objectifs. Hein, celui de soutenir et faire la promotion de l'éco-certification, de la gestion durable des ressources forestières, notamment dans le bassin du Congo, mais aussi de façon générale dans toutes les forêts tropicales. Hein, gestion durable des ressources forestières et en conséquence durabilité de la filière bois, là spécifiquement dans le bassin du Congo. Ce guide a aussi pour finalité de promouvoir auprès des décideurs publics l'intérêt d'utiliser des bois tropicaux certifiés. Hein, et ce guide reprend un certain nombre d'arguments pour communiquer auprès du grand public et pour mieux faire comprendre le principe, la démarche d'éco-certification et l'intérêt de sa généralisation. Alors, comment est constitué cet ouvrage? Il est constitué de trois grands chapitres, après une partie introductive, un préambule. Un premier chapitre sur les grandes tendances sur la production et les marchés des bois tropicaux d'Afrique centrale, plus différents éléments, une synthèse hein, sur tout ce qui est éco-certification et légalité. Un deuxième chapitre un peu plus aride sur les obligations administratives et réglementaires d'un CCTP lorsqu'on utilise des bois tropicaux. Et enfin, un troisième chapitre qui est le cœur du sujet, hein, les performances, exigences fonctionnelles à définir dans un CCTP. Ceci pour 13 familles de produits, de produits en bois tropical que nous avons au préalable sélectionnés. Alors, je vais détailler un peu ce qu'il y a dans ce troisième chapitre. Hein, comme je le disais, c'est le cœur de l'ouvrage. Hein, ce troisième chapitre est constitué de deux sous-parties. Une première sous-partie hein, qui est une approche plus générale, qui reprend tout ce qui est résistance mécanique des bois tropicaux, les aspects stabilité, l'aspect du bois, les aspects de durabilité naturelle aux termites, champignons, insectes, etc. Et on explique ce que sont les classes d'emploi. Et une deuxième sous-partie qui correspond à la présentation des performances exigences fonctionnelles. Donc là, on est réellement dans le cœur de l'ouvrage. Ceci pour chacune des 13 familles de produits. Alors, quelles sont ces 13 familles de produits qui ont été sélectionnées dans cette première version de l'ouvrage? Ben, je vous laisse lire, hein, ça va de la terrasse, platelage, decking, garde-corps, en passant par le bardage, mobilier urbain, mobilier d'extérieur, hein, jusqu'aux ouvrages hydrauliques et charpentes à, charpente et ossature bois. Alors, chaque famille de produits est décrite sous forme d'une fiche qui a entre 3 et 5 pages, hein, structurée en 4 parties. Dans un premier temps, on présente la nature de l'ouvrage. Dans un deuxième temps, un point sur les contraintes de mise en œuvre. En troisième partie, le cadre normatif spécifique, c'est-à-dire toutes les normes afférentes nécessaires à connaître lorsqu'on fabrique le produit en question. Et ces fiches par famille de produits se terminent par une liste des essences qui sont adaptées. Et voilà donc comment est structuré cet ouvrage. Alors chacune des familles de produits est illustrée par un ouvrage qui se veut un peu emblématique, un représentatif de la famille de produits qui a été décrite. Donc là, je vais vous montrer, là jusqu'à présent, je vous ai montré du texte, je vais vous montrer un peu de bois quand même, des jolies réalisations. Alors à gauche sur la diapo, c'est une terrasse en osanga. On n'est que sur des bois donc tropicaux d'Afrique centrale, d'Afrique tropicale, on va dire, Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest. Magnifique terrasse en osanga autour d'une piscine à débordement sur l'île de la Réunion. À droite de la diapo, on est sur un aménagement dans un aménagement paysager dans le nord de la France, en Aucan. L'Aucan, c'est une essence qui convient très bien en utilisation extérieure, qui est de plus en plus utilisée. Très, très jolie réalisation. Oui, les créateurs de cette réalisation, c'est Bois et Loisirs, hein, dans le nord de la France. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Oui, magnifique passerelle au-dessus d'un passage piétonnier. Ça, c'est aux Pays-Bas.
hein, avec 3 essences qui ont été mixées, l'azobé, l'ocan et le tali, réalisé. Non, c'est pas aux Pays-Bas, c'est en Belgique, pardon. En Belgique, réalisé par l'entreprise Vijma. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer encore? Ah oui, bon, le fameux ministère des Eaux et Forêts du Gabon, hein, à Libreville, avec toute une façade qui a été construite, enfin qui a été aménagée avec du padouk. Une très jolie réalisation. Bon, ça fait un petit peu maison de poupée, mais c'est très joli. Ça a très très bien tenu dans le temps grâce à des finitions des produits bois qui ont été bien choisis. Bon, là, un produit un peu particulier, hein, c'est de l'aménagement intérieur. Là, on est sur le siège social de KPMG aux Pays-Bas. On est sur un produit un peu particulier en bois tropical. Ces cloisons, ces portes-cloisons sont constituées d'un composite collé bois verre acrylique, le bois étant du bubenga. Bois collé sur du verre acrylique, hein, c'est une spécialité de cette entreprise Ravier, qui est localisée du côté du Jura en France. Alors là, on est sur des produits haut de gamme, hein. C'est une gamme de produits que Ravier intitule gamme de produits cristal. Là, vous voyez de l'aménagement intérieur, ils font aussi des objets de décoration, des vasques de lavabo, etc. Du très très haut de gamme, hein, donc c'est pas là, c'est un produit qui est pas mal vendu, notamment chez des pauvres du côté de Dubaï et en Arabie Saoudite, du côté des Émirats arabes, hein. Voilà pour les photos. Une porte d'écluse, hein, en azobé. Là, on est aux Pays-Bas, société Vijma. Magnifique réalisation et magnifique photo aussi fournie par la société Vijma. Et pour terminer, ben, une structure triangulée avec 2 essences utilisées, Kosipo et les poteaux qui sont en talier. Donc ça, c'est en Afrique. C'est en Afrique, à Mindourou, dans l'Est Cameroun. Magnifique réalisation de monsieur Jean-Yves Rio. Je crois que j'en ai terminé avec les photos. Voilà, hein, les perspectives quant à cet ouvrage. Il faut que je le dise tout de suite avant de l'oublier. Cet ouvrage est téléchargeable sur le site de la TIBT, hein, gratuitement. Il est disponible en français et en anglais et il devrait être prochainement traduit en allemand et en italien. Alors, ce que je mentionne, c'est il devra évoluer, hein, surtout sur son contenu, hein. À ce sujet, ben voilà, hein, je lance un appel, hein, si certains d'entre vous, certains des participants à ce webinaire sont amenés à lire tout ou partie de cet ouvrage, nous on est très très preneurs de retours, de bugs qu'on aurait pu laisser ou de suggestions d'amélioration. Dans la prochaine version de l'ouvrage du guide en question, bon, on va introduire de nouvelles familles de produits tels que charpente, lamellé, collé, escalier intérieur, ouvrage et pont au contact de l'eau, etc. Hein, on va avoir besoin aussi d'actualisation et de mise à jour régulière, hein, notamment par rapport à la normalisation qui peut évoluer très vite, hein. On a essayé dans cet ouvrage de systématiquement se référer à la normalisation en vigueur, d'où nécessité de mettre ça régulièrement à jour. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation. Hop, j'ai repris la main. Et puis, on va laisser la main à Charlotte si tu veux refaire par rapport aux questions-réponses des participants. Oui, bah là, juste à l'écran s'affiche effectivement le guide présenté par Jean également. On vous partagera cette présentation et vous pourrez accéder directement à ce guide. Mais effectivement, il est téléchargeable en libre accès sur le site de la TIPT. Je crois qu'on a eu quelques réponses en direct sur le chat pour les questions-réponses. N'hésitez pas, là, on peut se donner encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. Autrement, en attendant, bah, je vous dis juste qu'on vous partagera effectivement cette présentation. On vous donnera les contacts de tous nos intervenants d'aujourd'hui et on y ajoute Alessandra Negri, justement, du commerce du bois, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui sera ravie de répondre et d'aller un petit peu plus loin et de répondre aux questions de gestion durable des forêts, de RDUE. Moi, je remercie en attendant tous les intervenants pour votre
vos présentations de qualité. C'était important pour nous d'avoir à la fois un regard d'architecte, un regard de prescripteur, un regard de chercheur, avoir de la référence en termes d'ouvrages livrés, mais aussi d'ouvrages papier. Je pense que c'était bien également d'avoir un petit rappel de la gestion. Qu'est-ce que c'est une gestion durable des forêts? On pourrait aller bien plus loin et on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais en tout cas, nous, on est ravis d'avoir initié ce temps d'échange. Je pense qu'on est... Tout à fait, on est ravis et je veux juste ajouter ce que tu disais, Charlotte, on enverra bien un mail récapitulatif du coup à tous nos participants. D'ailleurs, merci à tous d'avoir pu être présents. On vous renverra donc les contacts oui, privilégiés des intervenants. Et je pense que vous l'avez vu, mais notre webinaire est enregistré. Donc, on retrouvera le lien directement en replay donc, sur notre chaîne YouTube du CNDB. Donc, on vous renverra tout ça là par mail. Et puis voilà, les documents à télécharger. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux du CNDB pour suivre nos prochains événements et nous suivre donc sur notre site internet. Donc voilà, merci à tous en tout cas. Et du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions entre-temps. Je revérifie également. Merci. On est sur des remerciements. D'accord, et c'est très bien. Et bien, dans ce cas-là, si tout est bon pour vous, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, merci à tous les participants et merci à tous les intervenants. Passez une très bonne journée.